On fit venir des grues de 3 états différents, des câbles d'acier épais comme le bras, et 2 douzaines d'hommes qui auraient pu déplacer des monuments 2 fois plus grands. Pourtant, après 70 ans, la statue de Notre-Dame, sur le mont du Rosaire, n'avait pas bougé. Pas d'un seul pouce. Certains disent que c'est un miracle. D'autres, une malédiction. Elle se dresse sur le point culminant de St. Mary's Creek, au Kentucky, une ville tranquille et méconnue, entourée de champs vallonnés et de chemins de campagne bordés d'érables. À des kilomètres à la ronde, on peut apercevoir la figure de marbre blanc de la Vierge Marie, bras ouverts, yeux baissés, comme si elle avait veillé sur chaque lever de soleil et chaque orage de la ville depuis le jour de son arrivée. Pour les habitants, elle n'est pas qu'une simple statue. C'est une sentinelle, une promesse gravée dans la pierre. Ils ont apporté leur joie, leur chagrin, leur nouveau-né et leur mourant à ses pieds. Et depuis des générations, ils ont chuchoté une vérité tacite, on ne touche pas à la dame sur la colline. Personne ne se souvient exactement de qui l'a placée là, du moins pas de la même manière. Pour la vieille Martha Grady, c'était la famille d'immigrants irlandais revenus de la guerre avec rien d'autre que la foi et une dette envers Dieu. Pour le pasteur Jim, c'était le curé de la paroisse, à l'époque où la ville avait encore la messe quotidienne et où chaque homme du comté portait un costume à l'église. Et pour les adolescents qui s'y faufilent les soirs d'été, elle a juste toujours été là, comme la colline elle-même. Mais ces histoires, si différentes soient-elles, ramènent toutes à une seule conviction, la dame a choisi cet endroit, et elle y reste. Puis vinrent les plans, les brochures glacées, les réunions du conseil municipal à huis clos. La proposition portait un nom élégant, St. Mary's Spiritual Retreat and Resort. La vision était d'attirer le tourisme religieux dans une ville en difficulté. En petits caractères, si petits que la plupart des gens ne l'ont pas remarqué au début, figurait une seule ligne, déplacer la statue existante pour aménager une nouvelle route d'accès. La fuite commença par des murmures au Tony's dîner autour de café noir. Dès vendredi, tous les commerces de Main Street en parlaient. Le dimanche, le père Brennan ne pouvait plus terminer sa messe sans capter les regards vifs et agités de ses paroissiens. La moitié de la ville y voyait une chance de se sortir de décennies de déclin économique. L'autre moitié ressentait une froide appréhension, celle qu'on ne peut pas vraiment expliquer, si ce n'est qu'elle est celle que l'on éprouve quand on sait que quelque chose de sacré est sur le point d'être violé. Et puis les histoires commencèrent. D'abord, l'étudiant en architecture venu mesurer la base dit qu'il avait rêvé que la statue tombait, non pas au sol, mais directement sur ses propres plans. Ensuite, un entrepreneur de Cincinnati a glissé sur la première marche menant à la statue et s'est fracturé le poignet, alors même que la pierre était parfaitement sèche. Puis vinrent les rumeurs sur la cloche. Plusieurs habitants jurèrent l'avoir entendue, une vieille cloche d'église en bronze, sonnant une fois, grave et lente, alors qu'il n'y avait jamais eu de cloche sur le mont du Rosaire. Au moment où la première grue arriva en ville, une petite foule s'était déjà rassemblée au pied de la colline. Ils ne portaient pas de pancarte et ne criaient pas. Ils se tenaient simplement là, les mains dans les poches, le regard fixé vers le haut. Certains priaient à voix basse. D'autres fixaient la statue comme pour la défier de scier. Même ceux qui souhaitaient la construction du complexe se sentaient mal à l'aise. C'était une chose de parler de déplacer la statue, c'en était une autre de voir des hommes attachés de l'acier froid à ses épaules. Ce matin-là, le vent venait de l'est, portant l'odeur d'une pluie qui ne tomba jamais. Quelque part dans la foule, Martha Grady se signa et murmura la même phrase qu'elle répétait depuis 70 ans. Depuis le jour où elle avait placé un morceau de calcaire ébréché à la base de la statue, « Si vous nous sauvez, nous vous garderons ici pour toujours. » La plupart des gens ne l'entendirent pas, mais ceux qui le firent s'en souviendraient, car ce qui allait suivre allait changer à jamais la façon dont cette ville, et bien au-delà, considérait le mont du Rosaire. Personne à St. Mary's Creek ne s'accorde sur tous les détails de l'arrivée de la dame sur le mont du Rosaire. Mais certains fragments, transmis de famille en famille, chuchotés dans les cuisines, racontés lors des repas paroissiaux, forment une histoire qui a survécu aux personnes qui l'ont racontée pour la première fois. L'année était 1949. L'Amérique reprenait encore son souffle après la guerre. La ville était plus petite à l'époque, juste un groupe de maisons en planches de bois, une épicerie générale, un bureau de poste de la taille d'un abri à outils, et la vieille église Saint-Brendan au pied de la colline. Cet hiver-là, une tempête comme il n'en avait pas vu depuis des décennies a balayé le Kentucky. Pluie abondante, glace et vent assez fort pour casser les poteaux électriques en deux. La troisième nuit, la rivière Ohio a gonflé jusqu'à déborder de ses rives, et les habitants se sont préparés à une inondation qui pourrait tout emporter. Et puis, sans avertissement, le vent a tourné.
La trajectoire de la tempête s'est infléchie, contournant entièrement la colline. Les eaux de crue se sont retirées aussi vite qu'elles étaient montées. Certains ont appelé cela de la chance. D'autres ont appelé cela autrement. Parmi eux se trouvait Patrick O'Connell, un vétéran du Pacifique, et son épouse, Eileen. La tempête avait frappé le jour même où ils avaient appris que leur plus jeune fils, déclaré disparu au combat à Okinawa, était vivant et rentrait à la maison. Pour eux, ce n'était pas une coïncidence, c'était un signe. Eileen a dit à ses voisins ce soir-là, autour d'une marmite de ragoût de bœuf qui mijotait encore sur la cuisinière, nous lui devons une promesse. Elle a sauvé notre garçon et elle a sauvé cette ville. Nous la garderons ici où tout le monde pourra la voir veiller sur nous. Au printemps, des plans se formaient discrètement. Il n'y avait pas de permis, pas de comité, pas d'architecte, juste des hommes avec des pelles et des femmes avec des casseroles pour les nourrir. Les enfants transportaient des seaux de gravier le long du sentier de terre, glissant dans la boue, mais riant tout de même. Le marbre lui-même venait d'une carrière de 2 comtés plus loin, une dalle donnée par une paroisse catholique qui n'avait pas les moyens de terminer ses propres rénovations. Un tailleur de pierre au chômage, nommé Carlo Mancini, qui avait jadis sculpté des saints pour des basiliques à Chicago, accepta le travail gratuitement. Il travailla en silence pendant des semaines dans un abri à ciel ouvert au pied de la colline. Sa seule compagnie était le son du ciseau frappant la pierre. Les habitants disent qu'il priait à voix basse à chaque coup, bien que personne ne pût distinguer les mots. Quand la statue fut terminée, Marie drapée dans des robes fluides, les yeux baissés, les bras ouverts, toute la ville vint la voir être placée au sommet de la colline. C'était juste après l'aube. Des hommes la transportèrent en morceaux jusqu'à la pente, les assemblant comme un puzzle sacré. La base était remplie de pierres données par chaque famille, un morceau de leur terre, de leur foyer, de leur histoire. Quelque part sous tout cela, Eileen O'Connell glissa un morceau de papier plié dans la fondation. Personne ne sut ce qu'il disait avant des décennies plus tard, lorsque le vent et la pluie usèrent suffisamment le mortier pour révéler les bords de ce papier, « Si vous sauvez notre ville, nous vous garderons ici pour toujours. » Au fil des ans, la dame sur le mont du Rosaire devint plus que de la pierre et du marbre. Elle devint un élément incontournable de chaque histoire de vie. Les lycéens venaient ici la veille de leur diplôme, laissant des corsages et des notes sur leur avenir. Les veuves de guerre s'asseyaient sur les marches de pierre lorsque le poids de leur perte devenait trop lourd. Les fermiers laissaient des paniers de maïs et de pommes à l'automne pour sa bénédiction. Et puis il y eut ces moments étranges que personne ne pouvait vraiment expliquer. Une seule bougie brûlant toute une nuit de janvier sans une seule goutte de cire. Un faucon qui a tourné autour de la colline pendant 3 jours d'affilée, puis a disparu. Une petite fille qui s'était égarée lors d'un pique-nique d'été et a été retrouvée 2 heures plus tard au pied de la statue, saine et sauve, au sec et souriante, bien que les chercheurs aient juré avoir peigné cet endroit exact. Miracle ou mythe, les histoires s'entremêlèrent au tissu de Saint-Mary's Creek. À tel point que, lorsque des étrangers commencèrent à parler de déplacer la statue, cela sembla moins une décision de travaux publics qu'une suggestion de s'arracher son propre cœur. Demandez aux anciens, et ils vous diront que la dame est là depuis plus longtemps que les lampadaires. Plus longtemps que la route pavée menant à la ville, plus longtemps même que certains des arbres sur la colline. Demandez aux plus jeunes, et ils pourraient hausser les épaules jusqu'à ce que vous les observiez passer devant la statue et remarquer, presque inconsciemment, la façon dont ils lèvent les yeux juste pour s'assurer qu'elle est toujours là. Car à Saint-Mary's Creek, la foi n'est pas toujours criée du haut de la chair. Parfois, elle est gravée dans la pierre, dressée contre le vent sur une colline qui refuse de la céder. Cela commença discrètement, comme la plupart des orages dans les petites villes, derrière des portes que l'habitant moyen ne franchit jamais. Dans le bâtiment municipal en briques de Main Street, sous le bourdonnement des lumières fluorescentes, le conseil municipal de Saint-Mary's Creek se réunit pour ce qui était décrit à l'ordre du jour comme une session spéciale de planification. Le public n'était pas invité. À l'intérieur, un diaporama déroulait des rendus d'un nouveau projet étincelant, le Saint-Mary's Spiritual Retreat and Resort. Sur les écrans, le mont du Rosaire avait été transformé. Le chemin de terre était devenu une allée pavée bordée de cerisiers ornementaux. Un centre d'accueil aux murs de verre se dressait au sommet. Et au bord de la propriété, près du parking, se trouvait la statue de Notre-Dame, son marbre blanc presque lumineux sous la lumière numérique de l'artiste. C'était la première fois en plus de 70 ans que quiconque en position d'autorité suggérait de la déplacer. Pour le conseil et l'équipe de développement, cela avait parfaitement du sens, accessibilité, visibilité, commodité pour les bus touristiques. Pour eux, la dame était un morceau d'histoire à préserver, juste à un meilleur endroit.
Mais cette seule décision, enfouie dans les notes de bas de page d'une proposition brillante, allait devenir une allumette jetée sur du bois sec. La première personne à en entendre parler ne fut pas un membre du conseil ni un journaliste. C'était une employée à temps partiel du bureau de planification, une jeune mère nommée Lisa Torres, qui repéra la ligne de relocalisation en numérisant des documents pour le classement. Elle en parla à sa tante le lendemain matin au petit déjeuner. Le soir même, la nouvelle avait déjà fait le tour de la ville. Au Tonies dîner, les habitués se penchaient au-dessus du comptoir pour chuchoter. Au silo de céréales, de vieux fermiers interrompaient leur pause café pour secouer la tête avec incrédulité. Personne ne l'avait vu venir, et pourtant, d'une certaine manière, tout le monde l'avait toujours craint. Les réactions étaient partagées, mais pas de la manière à laquelle les étrangers s'attendraient. Certains y voyaient une opportunité. Cet endroit est en train de mourir, murmura Frank Dwyer, propriétaire du garage automobile, en s'essuyant les mains sur un chiffon. Un tel complexe pourrait apporter des emplois, redonnés via Main Street. D'autres sentirent un frisson leur parcourir l'échine. Vous déplacez la bénédiction, dit Ruth Kelly, qui montait encore la colline tous les vendredis avec un bouquet de lys. Et quand la bénédiction s'en va, rien de bon ne suit. À la messe du dimanche, la division était impossible à ignorer. D'un côté des marches de l'église, de jeunes couples parlaient des valeurs immobilières, de la chance de pouvoir envoyer leurs enfants dans de meilleures écoles grâce aux recettes fiscales supplémentaires. De l'autre, des paroissiens plus âgés serraient un peu plus fort leur chapelet, leurs yeux scrutant la colline au loin comme pour vérifier que la dame était toujours là. Le pasteur Brennan entendit les deux camps et garda son conseil, bien qu'il s'attarda plus longtemps que d'habitude à l'autel après le service, ses lèvres murmurant une prière que personne ne pouvait entendre. Et puis il y avait les indécis, ceux qui ne savaient pas quoi croire, mais ne pouvaient se défaire du sentiment que la ville s'aventurait sur un terrain glissant. Le soir, les discussions s'étendaient au jardin et aux tables de cuisine. Un groupe d'adolescents traînant près du terrain de baseball débattait si déplacer la statue briserait le charme ou si ce n'était qu'une simple pierre. À la maison de retraite, Martha Grady, qui avait assisté au placement de la dame, racontait à quiconque voulait l'entendre que les promesses faites au ciel n'étaient pas faites pour être réécrites. La tension n'était pas bruyante. Elle était latente. Pas de manifestation, pas de pancarte, juste un subtil changement dans la façon dont les gens se regardaient dans les allées du supermarché. Puis vint le premier geste de défiance. Un mardi soir, un petit groupe, 8 personnes tout au plus, emprunta le chemin du mont du Rosaire, des bougies à la main. Ils s'agenouillèrent au pied de la statue, leurs flammes vacillant au vent. Ils ne parlèrent pas, ne chantèrent pas. Ils restèrent simplement jusqu'à ce que la cire brûle bas, puis partirent sans un mot. La nuit suivante, le groupe avait doublé. En une semaine, il y avait 30 personnes sur la colline priant à ciel ouvert. Et pourtant, personne n'appela cela une protestation. C'était plus silencieux que ça, plus certain. Pendant ce temps, les promoteurs envoyèrent des géomètres, des hommes en polo et casquettes de baseball avec des planches à pince et des télémètres laser. Ils parcouraient la pente, prenaient des photographies, posaient des questions comme « Quand cette fondation a-t-elle été coulée, et Y a-t-il un permis pour cela ?» Ces questions firent tiquer les habitants de la ville. Personne n'avait jamais eu besoin de permis pour prier. C'est lors d'une de ces visites qu'un géomètre s'approcha de Ruth Kelly, toujours debout avec ses lys. « Madame, savez-vous s'il y a une documentation expliquant comment cette statue est arrivée ici ?» demanda-t-il. Ruth se contenta de sourire finement. « Oui, dit-elle. C'est écrit dans la pierre. » Et elle s'éloigna. La nouvelle de cet échange se répandit presque aussi vite que celle de la relocalisation elle-même. La ville était désormais divisée en deux camps distincts. Le premier, principalement composé de jeunes propriétaires d'entreprises et de nouveaux arrivants, soutenait que le changement était nécessaire, que le sentiment seul ne pouvait pas maintenir une ville en vie. Le second, enraciné dans des familles présentes depuis des générations, insistait sur le fait que toute valeur ne pouvait pas être mesurée en dollars. Et au milieu de tout cela, le mont du Rosaire restait intact. Le regard de la dame demeurait fixé sur la ville en contrebas, les bras ouverts, le visage de marbre serein, comme si elle avait déjà vu ce genre de lutte et savait exactement comment cela finirait. Mais sous cette immobilité, quelque chose bougeait, subtil comme une brise avant une tempête. Le genre de changement qui fait que les gens jettent un coup d'œil par-dessus leur épaule dans une rue vide, le genre qui vous dit que tout ce qui se passera ensuite ne sera pas ordinaire. Le premier signe vint à un homme qui ne croyait pas aux signes. Tyler Grant était un étudiant en architecture en stage au sein de l'équipe de développement.
Son travail était simple, mesurer la base de la statue, prendre des photos et soumettre un brouillon pour la plateforme de relocalisation proposée. Lors de sa deuxième matinée à Saint-Mary-Escrique, il monta sur le mont du Rosaire, une tablette dans une main et un latte à moitié vide dans l'autre. C'était une journée ordinaire, mi-septembre, soleil doux, quelques nuages paresseusement au-dessus. Il s'accroupit, passa le télémètre laser le long du bord du piédestal et marmonna à propos d'un travail original bâclé. Plus tard cette nuit-là, dans la chambre de motel que les promoteurs lui avaient réservée, Tyler rêva que la statue tombait en avant, ne s'effondrait pas, mais basculait d'une seule pièce solide impossible. Elle s'écrasait directement sur les plans qu'il avait imprimés plus tôt ce soir-là, réduisant le papier en poussière. Quand il se réveilla, l'horloge affichait 3h33 du matin. Le rêve laissait sa chemise moite de sueur, sa poitrine serrée, comme si l'air de la pièce avait été plus mince qu'il n'aurait dû l'être. Le lendemain matin, Tyler demanda à être réaffecté à un site de relevé en centre-ville. Il n'expliqua pas pourquoi. Le deuxième signe ne fut pas aussi subtil. 2 jours plus tard, un entrepreneur de Cincinnati nommé Bill Parsons vint inspecter la pente pour le placement de l'équipement. Bill avait travaillé sur des projets de levage lourd pendant 30 ans, déplaçant tout, des canons de la guerre de sécession aux arches commémoratives en granit. Sur la première marche de la colline, une large dalle de calcaire usée par des décennies d'intempéries, sa botte glissa sous lui. La pierre était sèche comme un os, mais il tomba lourdement, se fracturant le poignet. C'est juste un mauvais appui, déclara le contremaître au journaliste plus tard. Mais ceux qui étaient là jurèrent que l'air était devenu plus froid à ce moment-là, juste un instant, et que tous les oiseaux du bosquet d'érable voisin s'étaient tus. Puis vint la cloche. C'était un vendredi soir, il faisait encore assez jour pour voir les lignes des collines à l'ouest. Ruth Kelly arrangeait des lys au pied de la statue quand elle l'entendit, 3 coulants venant de quelque part au-dessus de sa tête. Le son était grave, métallique, et il semblait flotter dans l'air plus longtemps qu'il n'aurait dû. Elle leva les yeux, s'attendant à moitié à voir quelqu'un tenant un haut-parleur portable pour une blague. Mais il n'y avait rien. Pas de cloche, pas de tour, juste le ciel ouvert et une légère odeur de pluie, bien qu'aucune tempête ne soit en vue. Le dimanche, une demi-douzaine d'autres affirmèrent l'avoir entendu aussi, toujours par 3, toujours au crépuscule. Les bizarreries continuaient. Le pasteur Brennan, qui n'était pas du genre à partager des visions personnelles, confia à un collègue de Louisville qu'il s'était réveillé dans la nuit pour voir une faible lumière bleue se déplaçant lentement autour de la statue. Ce n'était pas la lueur tremblotante d'une lampe de poche ou d'un téléphone. Elle flottait, stable et circulaire, puis s'éteignait quand il s'approchait de la fenêtre. Les adolescents qui montaient la colline pour des défis nocturnes revenaient silencieux, réticents à parler. Un garçon finit par admettre qu'il avait vu une femme en blanc se tenant à quelques mètres de la statue, ses cheveux bougeant au vent, même si l'air était immobile. À la maison de retraite, Martha Grady, trop frêle désormais pour gravir la colline, raconta à son infirmière que la dame avait fermé les yeux dans un rêve qu'elle avait fait 3 nuits de suite. Certains de ces récits pouvaient être expliqués, ou du moins c'est ce que soutenaient les promoteurs, illusions d'optique, imaginations hyperactives, tendance du cerveau à relier des points qui n'existent pas. Mais les explications n'arrêtèrent pas le courant souterrain de malaise qui se répandait à Saint-Mary-Escrique. Le malaise s'approfondit lorsque le temps lui-même sembla se comporter étrangement sur la colline. Un après-midi d'octobre exceptionnellement doux, l'équipe de géomètres a signalé de soudaines rafales de vent glacé qui ont secoué leurs perches de mesure et fait tomber leurs planches à pince. À seulement 50 mètres plus bas sur la pente, l'air était calme et chaud. Un matin, une jeune mère nommée Jem Russell porta son enfant de 2 ans sur la colline pour déposer des chrysanthèmes pour son défunt grand-père. À mi-chemin, le garçon commença à rire et à pointer l'espace vide à côté de la statue. « Main de la dame », dit-il. Jem n'y prêta aucune attention jusqu'à ce qu'elle réalise que sa petite paume était chaude, comme si quelqu'un l'avait tenue, bien que l'air autour d'eux fût frais. Cette nuit-là, elle le raconta à son mari, qui le raconta à son frère, qui le raconta à 3 autres personnes au bar. Le week-end, l'histoire était connue de toute la ville. Et pourtant, malgré tous les murmures et les avertissements, le calendrier officiel du projet ne changea pas. Les promoteurs insistèrent sur le fait que la relocalisation se poursuivrait comme prévu. Les autorités locales présentèrent les incidents comme des coïncidences, mais les ouvriers sur le terrain commencèrent à hésiter. Un grutier nommé Gus, qui avait passé la majeure partie de sa carrière à soulever des travées de pont à travers les États, admit à un ami au magasin de quincaillerie qu'il avait commencé à avoir des maux de tête chaque fois qu'il mettait le pied sur la colline. Pas comme des maux de tête normaux, dit-il en se frottant la tempe.
C'est comme si quelqu'un était juste derrière moi, en train de me fixer. Même ceux qui voulaient que le projet se réalise commencèrent à admettre discrètement que peut-être, juste peut-être, cela ne valait pas la peine de tenter les forces qui semblaient s'agiter. Une nuit, sans aucun plan organisé, près de 40 habitants de la ville se rassemblèrent au pied de la colline. Certains portaient des bougies, d'autres restaient simplement les mains dans les poches de leurs manteaux, observant la statue. Ils ne parlaient pas, mais le silence était si complet qu'ils pouvaient entendre le murmure lointain du ruisseau à un demi-mille de distance. Et puis, faible mais indéniable, 3 coulants de cloches résonnèrent depuis la pente. Quelqu'un halta. Quelqu'un d'autre murmura, elle nous avertit. Personne ne bougea pendant près d'une minute entière. Plus tard, lorsqu'on leur demanda ce que signifiait l'avertissement, les réponses varièrent, qu'il ne fallait pas la déplacer. Que quelque chose de grave se produirait si on le faisait. Que c'était peut-être déjà trop tard pour décider. Mais quelle que fût la signification, le sentiment était le même dans chaque réponse. La dame sur le mont du Rosaire ne veillait plus seulement sur la ville. Elle lui parlait sans un seul mot. Et la ville, qu'elle le veuille ou non, commençait à écouter. La première tentative eut lieu un lundi matin frais de fin octobre. Le soleil se leva clair, l'air calme, et de loin, le mont du Rosaire semblait inchangé, silencieux, presque indifférent. Mais à sa base, la scène était tout sauf ordinaire. 2 camions à plateau tournaient au ralenti à côté d'une grue de la taille d'un immeuble de 3 étages. Des câbles d'acier s'enroulaient comme des serpents sur le sol. Des hommes en casque de sécurité se déplaçaient avec la précision hachée de personnes qui avaient fait cela 100 fois auparavant. Pour l'équipe, ce n'était qu'un travail de plus. Pour les habitants de Saint-Mary-Escric, c'était le moment qu'ils redoutaient. À 8 heures, une petite foule s'était formée au bas de la pente. Pas de pancartes, pas de cris, juste des témoins silencieux. Certains serraient des tasses de café, d'autres des chapelets. Quelques-uns se tenaient les bras croisés, le visage impénétrable. Le contremaître aboya des ordres. Les câbles furent jetés sur les épaules et traînés en haut de la colline. Les ouvriers les fixèrent autour de la base de la statue, vérifiant les nœuds 2 fois. D'un point de vue purement technique, cela aurait dû être simple. Le marbre pesait un peu moins de 2 tonnes, bien dans la capacité de la grue. À 8h27, le moteur de la grue rugit. Le câble se tendit, le bras de la flèche se leva, et la statue ne bougea pas. L'opérateur fronça les sourcils, relâcha les commandes, puis augmenta la traction. L'acier gémit, l'indicateur de tension grimpa, et avec un claquement sec, l'un des câbles principaux se détacha violemment, claquant sur la terre. Un ouvrier trébucha en arrière, évitant de justesse une chute le long de la pente. Le contremaître jura, ordonna l'arrêt du site pour inspection, et dit à la foule qu'il serait de retour le lendemain. La deuxième tentative fut moins publique. Le mardi, juste après l'aube, l'équipe revint avec de nouveaux câbles, plus lourds qu'auparavant. Ils amenèrent un camion-treuil en plus de la grue. Le plan était de soulever et de faire pivoter la statue sur un plateau en attente. Cette fois, il y avait moins de spectateurs, juste une poignée d'habitants qui avaient eu vent du début inopiné. Une fois de plus, les câbles furent attachés, le signal fut donné. Le moteur du treuil grogna, la grue s'inclina légèrement vers l'avant sous l'effort, mais la statue resta enracinée. La seule chose qui bougea fut le camion-treuil, ses pneus s'enfonçant de quelques centimètres dans la terre comme si quelque chose le retenait. L'opérateur coupa l'alimentation. Quelques ouvriers échangèrent des regards inquiets, marmonnant à propos de poids morts et de mauvais appuis, bien que le sol fût sec et solide. À la 3e tentative, les promoteurs devenaient impatients. Jeudi matin, ils arrivèrent avec des renforts, une autre grue, une équipe plus nombreuse et une remorque surbaissée renforcée pour les charges lourdes. Le plan était maintenant d'excaver autour de la base, de libérer la fondation, puis de soulever. La pelle rétrocaveuse commença la première, son godet mordant dans la terre à côté du piédestal. À 10 pouces de profondeur, la machine commença à vibrer violemment. L'opérateur jura qu'il sentait le godet renvoyer des à-coups comme s'il avait heurté quelque chose de vivant. Quelques secondes plus tard, un craquement sonore fendit l'air, et le bras hydraulique se figea en plein mouvement. Un mince filet de liquide hydraulique sifflait sur la terre, s'accumulant aux bottes de l'opérateur. Le travail s'arrêta de nouveau. Les outils furent vérifiés, les pièces remplacées. Rien dans le mécanisme n'expliquait la défaillance soudaine. À ce moment-là, les rumeurs couraient plus vite que les machines. Les gens chuchotaient à propos des rêves de 3h33 du matin, de la cloche qui sonnait,
du vent froid qui n'atteignait jamais la ville en contrebas. La 4e tentative n'alla pas au-delà de l'installation. Le samedi matin, l'équipe était à mi-chemin de la fixation des sangles de levage lorsque le temps changea. Pas de nuages, pas d'avertissement. Juste une rafale d'air si vive qu'elle envoya les plans en papier dégringoler la colline comme des oiseaux effrayés. Les casques s'entrechoquèrent. Quelques ouvriers reculèrent de la statue, jurant que le vent était plus froid que de l'eau glacée. « Finissons en » cria le contremaître. Ils n'en eurent jamais l'occasion. Sans tonnerre, sans le moindre soupçon de pluie, un seul éclair frappa le sol à moins de 15 pieds de la base de la statue. Le bruit fut assourdissant, le flash aveuglant. Un homme tomba à genoux, les mains sur les oreilles. Un autre tomba en arrière, indemne, mais pâle. Le contremaître appela l'opérateur par radio, « Arrêtez tout maintenant ». Cet après-midi-là, l'équipement lourd était rechargé sur les remorques. Les promoteurs publièrent une brève déclaration dans le journal local, citant des problèmes techniques inattendus et promettant de revoir les protocoles de sécurité avant de reprendre le travail. Mais tout le monde sur la colline cette semaine-là savait mieux. Parmi l'équipe, personne ne voulait être celui qui essaierait de nouveau. Un grutier demanda à être réaffecté hors de l'État. Un soudeur démissionna sur le champ, et la statue demeura exactement telle qu'elle avait été. Bras ouverts, regard baissé, la surface de marbre intacte, comme si les câbles d'acier ne l'avaient jamais touchée. Les habitants de la ville ne célébrèrent pas. Il n'y eut pas de acclamation, pas de discours triomphant, seulement de discrets hochements de tête entre voisins, et quelques bougies de plus laissées brûler à ses pieds. Un soir, Ruth Kelly remonta la pente seule, un bouquet de lys dans les bras. Elle s'arrêta à quelques mètres de la base, se pencha et balaya la terre du bord de la fondation. Puis elle murmura quelque chose que personne d'autre ne put entendre. Ceux qui la virent dirent qu'elle sourit faiblement en redescendant la colline. Que ce sourire signifia le soulagement ou un avertissement dépendait de la personne à qui vous demandiez. Lorsque les appels commencèrent à arriver de Saint-Marie-Escrique, la plupart des organes de presse les écartèrent comme un simple drame de petite ville. Mais pas le Courrier Ledger, un journal régional de Louisville connu pour ses articles d'intérêt humain. C'est ainsi qu'Ethan Cole entra dans l'histoire. À 28 ans, Ethan était encore considéré comme le petit jeune de la rédaction. Intelligent, ambitieux, mais sceptique jusqu'à l'os, il s'était bâti une réputation en démantelant les légendes urbaines, les maisons hantées qui s'avéraient être infestées de moisissures, les remèdes miracles qui n'étaient rien de plus que des compléments reconditionnés. Lorsque son rédacteur en chef fit glisser un mince dossier sur son bureau, 3 emails imprimés, une poignée de photos de Rosarie Hill prises avec un téléphone portable, Ethan haussa un sourcil. « Une statue qu'ils ne peuvent pas déplacer, dit-il. Vous voulez que je couvre ça ?» Le rédacteur en chef se pencha en arrière. « Je veux que vous trouviez la vérité. Rédigez un article. Détruisez le mythe. C'est votre spécialité, n'est-ce pas ?» Ethan se rendit en ville un jeudi après-midi. Il portait une chemise boutonnée bleu marine, manches retroussées, des lunettes de soleil glissées dans son col, et un sac photo sur le siège passager. Il s'attendait à un endroit endormi, accroché à une relique, désespéré d'attirer l'attention. Ce qu'il trouva était plus calme et plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. La rue principale était bordée de devantures de briques, certaines barricadées, d'autres encore ouvertes. Les gens se déplaçaient lentement, leurs yeux se tournant vers la colline, presque sans s'en rendre compte. La statue, visible à un demi-mille de distance, semblait ancrer l'horizon. Ses premières interviews furent polies mais gardées. Au Tonies dîner, une serveuse nommée Carla lui versa son café et répondit aux questions avec des demi-sourires. « Vous pouvez écrire ce que vous voulez, chérie, dit-elle. Mais ne vous moquez pas d'elle. » Au silo de céréales, un fermier à la retraite offrit un avertissement similaire. Croyez-le ou non. Mais ne vous moquez pas de la dame. Cela ne finit jamais bien. Personne n'essaya de le convaincre de miracle. Personne ne lui jeta de photos au visage. C'était comme si toute la ville avait décidé que leur travail n'était pas de le convertir, mais juste de s'assurer qu'il comprenait les limites. Cette première nuit, Ethan s'enregistra dans le seul motel de la ville. Il examina les images qu'il avait prises de la colline sous différents angles. À la 7e minute de la 2e bobine, quelque chose vacilla derrière la statue. Blanc, rapide, presque comme un tissu prenant la lumière. Il figea l'image, zoomant. Cela aurait pu être un reflet, cela aurait pu être rien. Le lendemain matin, il gravit seul le mont du Rosaire. L'air était frais,
l'herbe humide. Il se tint au pied de la statue, carnet à la main, notant des détails, marbre altéré, légères marques de ciseaux le long des plis de la robe, une fissure capillaire à la base qui semblait courir plus profondément qu'elle n'aurait dû. À mi-chemin de ses notes, une femme âgée vêtue d'un manteau de laine apparut à ses côtés. « Vous êtes le journaliste, dit-elle. N'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête. « Que ferez-vous d'elle ?»« Je suis encore en train de le découvrir, répondit-il. Elle l'étudia un long moment, puis dit, « N'écrivez pas pour prouver, écrivez pour écouter. La dame n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin d'être comprise. » Et sur ce, elle redescendit la colline sans un mot de plus. Cette nuit-là, Ethan planifia un vol de drone pour capturer des vues aériennes de la statue. La météo était parfaite, ciel clair, vent faible. Mais 15 secondes après le début de l'ascension, le flux vidéo se figea. L'indicateur de batterie du drone chuta de 86% à 0 en un instant, et l'appareil tomba du ciel. Quand il l'atteignit, rien n'était cassé, à l'exception du fait inexplicable que la batterie indiquait maintenant pleine. Il ne dormit pas bien. À 3h33 du matin, un son le tira du lit, non pas fort, mais profond, comme une cloche entendue à travers l'eau. Il se dirigea vers la fenêtre. Le mont du Rosaire était à peine visible au clair de lune, mais la silhouette de la statue était indubitable, debout comme elle l'avait été pendant 70 ans. Au 4e jour, Ethan cessa d'essayer de ranger le malaise de la ville dans des cases journalistiques bien définies. Il prenait toujours des notes, tournait toujours des vidéos, mais ses questions avaient changé. Moins sur la mécanique du déplacement du marbre, plus sur la raison pour laquelle personne ne voulait qu'elle soit déplacée. Il se retrouva à marcher sur la colline en fin d'après-midi, y restant jusqu'à ce que la lumière s'estompe en bleu. Parfois, d'autres personnes étaient là, allumant des bougies ou déposant des fleurs. Parfois, c'était juste lui et la statue. Le scepticisme n'avait pas disparu, mais il se déplaçait, remplacé par un sentiment qu'il ne pouvait pas encore nommer. Le sentiment qu'il y avait plus dans cet endroit que le folklore, et plus dans la dame que la pierre. Et qu'il le veuille ou non, il commençait à se sentir partie de l'histoire. C'est Carla, la serveuse du restaurant, qui a dit à Ethan où la trouver. La dernière maison sur Willow Lane, a-t-elle dit, en lui resservant du café. Véranda blanche, rocking chair. Si quelqu'un connaît la vérité sur la dame, c'est Madame Martha Grady. Martha avait 91 ans, sa silhouette était menue, mais son regard restait ferme. Elle était assise sur cette véranda comme si elle y avait été sculptée, enveloppée dans un châle tricoté, observant la colline comme certains observent l'océan. Quand Ethan est arrivé, elle n'a pas demandé qui il était ni pourquoi il était venu. Elle a simplement fait un geste vers la chaise vide à côté d'elle. « Vous voulez savoir d'où elle vient ?» a-t-elle dit. « Oui » a-t-il hoché la tête. Les yeux de Martha se sont tournés vers le mont du Rosaire, et pendant un long moment, elle n'a pas parlé. Le vent a remué l'ourlet de son châle. C'était l'hiver 49, commença-t-elle, sa voix basse mais claire. Nous n'avions pas grand-chose à Saint-Maries-Creek à l'époque. Pas de route pavée, pas d'épicerie, à peine de quoi remplir l'église le dimanche. Mais nous avions les uns les autres et nous avions cette colline. Les gens disaient que c'était le point le plus élevé du comté, et par temps clair, on pouvait voir la rivière scintiller à 30 miles de là. Ce janvier-là, une tempête est arrivée qui aurait dû les noyer. Des jours de pluie, de glace assez épaisse pour casser les branches des arbres. Un vent qui hurlait comme s'il déchirait le ciel. La rivière a monté vite, trop vite, et tout le monde savait que ce n'était qu'une question d'heure avant qu'elle ne déborde. Martha se pencha légèrement, les mains jointes. Et puis, tout simplement, ça s'est arrêté. Le vent a tourné, l'eau a baissé, et la tempête a roulé vers l'est. Le lendemain matin, on pouvait marcher jusqu'à la lisière de la ville et voir où l'inondation se dirigeait, droit sur nous avant de dévier. Elle fit une pause, laissant le souvenir s'installer entre eux. Les gens ont appelé ça de la chance, mais pas Eileen O'Connell. Eileen et son mari, Patrick, faisaient partie des rares familles d'immigrants irlandais de la ville. Leur fils venait de rentrer de la guerre, vivant après des mois passés sur la liste des disparus. La nuit où la tempête a tourné, Eileen a dit à quiconque voulait l'entendre qu'il devait une promesse à la Sainte Vierge. « Si vous avez sauvé notre garçon et si vous avez sauvé notre ville, dit-elle, alors nous vous garderons ici pour toujours. » Il ne fallut pas longtemps avant que la promesse ne devienne un plan. Pas de permis, pas de campagne de financement, juste des voisins transportant pierre et bois sur la pente. Un tailleur de pierre nommé Carlo Mancini, au chômage,
sans option, accepta le travail gratuitement. C'était un artiste, dit Martha doucement. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il sculptait son visage, c'était comme s'il la connaissait déjà. La statue a été installée au printemps. Toute la ville s'est rassemblée à la base. Des hommes en costume du dimanche, des femmes en robe, des enfants tenant toutes les fleurs qu'ils pouvaient trouver. Chaque famille a apporté une seule pierre à placer dans la fondation, un morceau d'eux-mêmes sous ses pieds. Et puis, quand personne ne regardait, Aileen a glissé un morceau de papier plié profondément dans le mortier humide. Martha l'a vu faire. Elle n'a dit à personne ce qu'il disait. Pas avant des décennies. Les années ont passé. Les récoltes ont échoué et ont repoussé. Les enfants sont partis pour les villes. Le clocher de l'église a été remplacé 2 fois. La dame est restée malgré la neige, la chaleur et la grêle. Elle n'a jamais semblé s'user. Puis un été, un coin de la fondation s'est effrité juste assez pour laisser apparaître le bord de quelque chose de pâle et de cassant. Martha, déjà âgée de 70 ans, a balayé la poussière. C'était le papier, toujours plié, toujours intact. Nous ne l'avons pas ouvert tout de suite. Ça ne semblait pas juste. Mais Aileen, elle était dans ses derniers jours, et elle l'a demandé. La lettre était simple. Une seule phrase, de la main soignée d'Aileen, « Si vous sauvez notre ville, nous vous garderons ici pour toujours. » Quand Ethan demanda ce qui lui était arrivé, les lèvres de Martha s'incurvèrent en un léger sourire. Elle est toujours là, là où elle l'a mise. Vous ne pouvez pas la voir maintenant, mais vous n'avez pas à le faire. La dame se souvient. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Dans la rue, un pick-up passa en ronronnant, le conducteur levant 2 doigts en signe de salutation sans ralentir. Martha se tourna finalement vers lui. « Vous êtes venu ici chercher une histoire que vous pouviez expliquer, dit-elle. Mais celle-ci ne parle pas d'explication. Elle parle d'une promesse. Et des promesses comme ça, elles ne se brisent pas facilement. » Ethan jeta un coup d'œil vers le mont du Rosaire, la statue captant la lumière de fin de journée. De là où il était assis, elle ressemblait moins à du marbre sculpté qu'à quelque chose de vivant, qui écoutait. Et pour la première fois depuis son arrivée, il n'était pas sûr de la version de l'histoire qu'il croyait. L'ordre tomba un lundi matin, sec et bureaucratique. Procéder à la relocalisation, disait-il, sans réserve, sans délai. Le jeudi, le mont du Rosaire ne ressemblait plus à un sommet de colline. Il ressemblait à une zone de rassemblement. 3 grues se profilaient dans le ciel, leurs bras dépassant de la crête comme des tours de siège. Des camions à plateau bordaient la route d'accès. Une douzaine d'hommes en gilets voyants se déplaçaient entre les bobines de câbles et les piles de bois, leurs radios crachant des salves de parasites. C'était la plus grande équipe que la ville ait jamais vue. Ils avaient fait venir des spécialistes de Nashville, de Chicago, des gens qui déplaçaient des phares et relocalisaient des monuments de la guerre de sécession. Pour eux, ce n'était qu'un travail de plus. Pour les gens qui regardaient depuis la base de la colline, cela ressemblait à une invasion. À 8 heures, une foule s'était rassemblée. Personne ne criait. Personne ne brandissait de pancarte. Ils se tenaient simplement épaule contre épaule, les yeux fixés sur le sommet où la statue blanche s'élevait au-dessus de la machinerie. Le plan était simple sur le papier. Première étape, découper la fondation et libérer la base. Deuxième étape, soulever la statue à la grue sur une plateforme en acier. Troisième étape, la charger sur un plateau renforcé pour le transport vers son nouvel emplacement, plus accessible, près de l'autoroute. À 8h15, le premier forêt frappa la fondation. Depuis la base de la colline, le son était un sifflement métallique régulier, presque englouti par le vent. Mais sur la crête, les hommes le ressentaient différemment, une vibration qui leur traversait les bottes, comme si le sol lui-même était réticent. À 8h20, le forêt cala. Pas bloqué, pas cassé, juste arrêté. Le forêt refusait de tourner, bien que le moteur rugisse à pleine puissance. Les mécaniciens envahirent l'engin, marmonnant à propos de réglages de couple et de pannes électriques. Le contremaître appela le deuxième forêt. Il tourna pendant 12 secondes avant que ses mèches ne se brisent net en deux. La foule en bas s'agita. Le contremaître décida d'aller de l'avant, d'accrocher directement la grue, pour voir si la statue bougerait sans libérer complètement la base. Des sangles en nylon épaisse furent passées sous les bras tendus de la dame, fixées avec des manilles en acier assez grandes pour ancrer un bateau. De son siège d'opérateur, un homme nommé Al fit un signe de pouce levé. La grue gémit, les sangles se tendirent,
et pour la première fois en plus de 70 ans, la statue bougea d'une fraction de pouce, peut-être deux. La foule haleta, moitié émerveillée, moitié effrayée. Puis vint le vent. Ce n'était pas un vent d'orage. Il n'y avait pas de nuages noirs, pas d'odeur de pluie. C'était une rafale froide et coupante venant de l'ouest, assez vive pour picoter la peau exposée, le genre de vent qui donne à l'air un goût métallique. Al jura dans sa cabine. Ses commandes vacillèrent. La jauge de pression hydraulique chuta sans raison. La grue trembla. Les sangles se détendirent, et un son comme un gong grave et résonnant roula sur la colline. Les ouvriers se figèrent. La foule aussi. Il revint, 3 coups profonds, lents et délibérés. Aucune cloche ne se tenait sur cette colline. Pourtant, le son était assez réel pour faire vibrer les côtes. Al essaya de nouveau, poussant les commandes vers l'avant. Le bras de la grue se leva d'un demi-pied avant que toutes les alarmes de la console ne s'allument en même temps, surcharge, panne hydraulique, surtension. Le moteur s'éteignit dans un crachat de fumée noire. Le contremaître appela la grue de secours. Son opérateur eut à peine le temps de déployer la flèche avant que la radio à sa hanche n'éclate en un grincement de parasite. Il l'arracha de sa ceinture. Le boîtier était chaud au toucher. Puis la foudre, un seul éclair, blanc, bleu et aveuglant, fendit le ciel et s'abattit sur le sol à 10 pieds de la statue. Il n'y avait pas de cumulonimbus, pas d'avertissement, juste la frappe soudaine et chirurgicale. Un des hommes les plus proches de l'impact, un ouvrier du fer nommé James, fut projeté en arrière. Il atterrit durement mais conscient, les yeux écarquillés, insistant sur le fait qu'à l'instant avant de toucher le sol, il avait senti une main sur sa poitrine. Une petite main, chaude. Le contremaître ne demanda pas une autre tentative. Il ordonna l'arrêt de toutes les machines et le départ de tous les hommes de la colline. En contrebas, la foule se tenait dans un silence stupéfait. Certains se signèrent. D'autres regardaient simplement comme pour mémoriser la façon exacte dont la statue apparaissait à ce moment-là, immobile, intacte, son visage de marbre serein sous un ciel soudainement calme. En moins d'une heure, le sommet de la colline était vide, à l'exception de la dame. Les grues, les camions, les équipes, tout était parti, laissant de profondes marques de pneus dans l'herbe et quelques longueurs de câbles abandonnés, enroulés comme des peaux de serpent. Au crépuscule, le seul son était le bruissement des feuilles. Des bougies commencèrent à apparaître à la base. 1, puis 3. Puis un cercle de lumière vacillante autour du piédestal. Personne ne pouvait dire qui avait commencé. Plus tard dans la nuit, alors que la ville s'installait dans une quiétude agitée, une pluie inhabituelle balaya la région. 15 minutes de nappes argentées et continues qui trempèrent les rues et brillèrent à la lumière des bougies sur la colline. Le matin, tout était sec. Les câbles avaient disparu. Les grues avaient été emportées. Et la dame se tenait toujours au même endroit où elle était depuis le printemps 1949, les bras ouverts, le regard baissé vers la ville. Le projet de relocalisation n'a pas été officiellement annulé. Les promoteurs n'ont jamais publié de déclaration officielle, mais les machines ne sont jamais revenues. Ceux qui étaient là ce jour-là vous diront qu'ils ont assisté à un échec technique. Rien de plus. Mais si vous interrogez les autres, ceux qui ont entendu la cloche sonner, qui ont senti le vent froid, qui ont vu la foudre tomber d'un ciel bleu clair, ils vous diront que la dame du mont du Rosaire a clairement donné sa réponse. Et ce n'était pas non, c'était « n'essayez plus ». Après la dernière tentative, la colline devint silencieuse. Pas le genre de silence que l'on remarque d'un coup, mais celui qui grandit de jour en jour jusqu'à ce que l'on réalise que quelque chose manque. Il n'y avait plus de moteur, plus de cris d'hommes mesurant et forant, plus de câbles d'acier serpentant dans l'herbe, juste le vent à travers les érables, le doux craquement des bottes de ceux qui montaient encore la pente, et le murmure occasionnel d'une prière. Les promoteurs ne tinrent pas de conférence de presse. Le conseil municipal ne fit aucune annonce. La date de relocalisation disparut simplement de l'ordre du jour, et les affiches glacées du Saint-Marie Spiritual Retreat and Resort commencèrent à disparaître des vitrines, une par une. Pour les habitants de la ville, ce silence en disait plus que toute déclaration officielle. Dans les semaines qui suivirent, la vie à Saint-Marie-Escric commença à reprendre son rythme. Mais ce n'était plus comme avant. Les personnes qui avaient défendu le déménagement ne parlaient plus de l'opportunité de la même manière. Certaines évitaient complètement le sujet. D'autres, discrètement et sans tambour ni trompette, rejoignirent les promenades du soir sur le mont du Rosaire. Ruth Kelly, qui avait apporté des lys à la statue tous les vendredis pendant des décennies,
remarqua quelque chose de subtil mais certain. Plus de pas sur le chemin. Non seulement la génération plus âgée, mais aussi de jeunes couples, des adolescents, même des enfants serrant les mains de leurs parents. Certains venaient avec des fleurs. Certains venaient avec rien d'autre que quelques minutes pour se tenir à l'air libre à côté de la dame. Même Ethan Cole changea. Le journaliste qui était arrivé avec l'assurance tranchante d'un sceptique portait maintenant un petit carnet rempli non pas de révélations, mais de lignes qui ressemblaient plus à des prières. Il n'admit jamais croire au miracle. Mais lorsqu'on lui demandait pourquoi il était toujours en ville des semaines après la fin de sa mission, il répondait seulement « Certaines histoires mettent plus de temps à se terminer ». Il commença à assister au rassemblement du soir, non pas en tant que reporter, mais comme un autre visage discret dans le cercle. Il alluma des bougies, écouta le léger bourdonnement des hymnes, et apprit les noms des personnes dont la vie avait été façonnée, de près ou de loin, par la Dame de la Colline. Et bien que la relocalisation ait été abandonnée, le mont du Rosaire lui-même commença à changer, non pas dans sa forme, mais dans le soin qui lui était apporté. Le chemin de terre fut nivelé et bordé de gravier par des volontaires. Une petite table en bois apparut à la base de la statue pour les fleurs et les notes manuscrites. Personne ne revendiqua sa construction, mais tout le monde l'utilisa. Même Martha Grady, trop frêle désormais pour gravir la colline, insista pour que sa nièce l'Y emmène une fois par mois. Elle s'asseyait sur une chaise pliante à la base, ses yeux ne quittant jamais le visage de marbre. « Il ne s'agit pas de gagner, dit-elle à Ethan un après-midi, sa voix douce contre le vent. Il s'agit de tenir parole. » La dispute autour de la statue avait divisé la ville, mais dans son calme après coup, quelque chose d'autre avait pris racine. La colline devint moins un repère qu'une promesse renouvelée. Pas seulement le vœu des O'Connell de 1949, mais une compréhension partagée que certaines choses sont conservées non pas parce qu'elles sont rentables, mais parce qu'elles sont sacrées. La dame ne bougea pas, mais les gens le firent. Les touristes commencèrent à entendre l'histoire. Parfois de la bouche des commerçants locaux, parfois d'un étranger au restaurant. Et un filet de visiteurs vint la voir. Ils n'arrivaient pas par bus entier. Ils venaient par deux et en famille, seuls ou à quelques-uns, repartant souvent aussi discrètement qu'ils étaient venus. Et si certains prenaient des photos, beaucoup restaient simplement immobiles un instant, comme s'ils attendaient d'entendre la cloche. Un soir d'automne, juste avant le coucher du soleil, la colline entière sembla luire sous une lumière dorée. Les bougies vacillaient, les feuilles d'érable ondulaient, et le marbre blanc captait les derniers rayons du jour. Ethan se tenait au milieu de la foule rassemblée, son appareil photo intact dans son sac. Dans son carnet, il écrivit une seule phrase, ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas être déplacée, c'est qu'elle ne devait pas l'être. Dans la ville, le conseil municipal resta silencieux sur le sujet du mont du Rosaire. Les promoteurs ne revinrent jamais. Les dossiers du projet furent classés, et avec le temps, même les plus ambitieux d'entre eux cessèrent de mentionner le complexe. Pour St. Mary's Creek, ce fut une victoire suffisante. Et pour la Dame de la Colline, ce n'était qu'un autre chapitre d'une longue veille qui avait déjà traversé des générations. Ceux qui visitent maintenant ne parlent pas beaucoup de la foudre, du vent ou des cloches qui sonnent de nulle part. Ils parlent de la vue du sommet, du calme, de la façon dont, si vous restez assez longtemps, vous pouvez presque sentir la ville respirer sous vous. Et peut-être est-ce là le vrai miracle. Non pas une statue qui refuse de bouger, mais une communauté qui a choisi de rester immobile avec elle. Alors, si jamais vous vous retrouvez à rouler sur les chemins de traverse du Kentucky et que vous apercevez une lueur de marbre blanc au-dessus de la ligne des arbres, arrêtez-vous, faites la promenade, tenez-vous à ses pieds. Vous n'avez pas besoin de croire au miracle pour comprendre pourquoi elle est toujours là. Il vous suffit d'écouter. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un moment de grâce aujourd'hui, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire où la foi, le mystère et le cœur humain.